Et je me souviens d'amis qui voulaient venir dans le magasin, acheter avec la volonté d'acheter des vêtements parce qu'ils en avaient envie, ça leur faisait plaisir et puis ils avaient envie de sens. Et puis ils repartaient sans rien parce que l'offre était trop loin d'eux. Donc au bout d'un moment, ça fait réfléchir. Et le point commun entre tous ces gens qui achetaient ou qui n'achetaient pas, c'était quand même le jean. Mais ces jeans, j'en trouvais nulle part dans les marques que je distribuais. Donc c'est comme ça que je me suis dit au bout d'un moment, quand même, à force de ne pas chercher, je me suis dit je vais essayer de les faire. Vous vous apprêtez à écouter un podcast des Déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation. Bonjour, je m'appelle Thomas Uriez et je suis le fondateur de 1083. Thomas, tu grandis où? J'ai grandi à Vorep. Vorep, c'est le dernier péage d'autoroute avant Grenoble quand on va au ski. Et du coup, j'ai grandi là-bas parce que mes parents s'y sont installés. C'est une ville de 10 000 habitants à 20 bornes de Grenoble. Et puis voilà, après, donc entouré des montagnes, donc pas mal de sport, de musique, enfance légère. Entouré déjà par la nature? Ouais, par la nature, avec du coup beaucoup de loisirs dans la nature. Pas mal de famille aussi, puisque du coup mes parents habitaient entre mes grands-parents paternels et maternels, donc on se baladait d'une maison à une autre. Et voilà, puis quand est venu le temps des études, j'ai bougé à Annecy, entre d'autres montagnes. Combien de frères et sœurs? J'ai deux petits frères, Baptiste et Grégoire. Baptiste est au milieu et Grégoire c'est le plus petit. Et les deux sont associés à 1083. Et il y a Grégoire, l'un des deux, qui m'a rejoint depuis le début et qui du coup est le DG de l'entreprise aujourd'hui. L'enfance, ça se passe comment? C'est quoi l'ambiance familiale? Tranquille, sobre, du sport, des amis, des activités. Et c'est quoi les activités quand on grandit au pied des montagnes, comme à côté de Grenoble? On va au ski quand les autres vont normalement faire de la GRS? Oui, alors à Grenoble, c'est vrai que tout le monde va faire du ski, et c'est vrai que c'était mes loisirs parce qu'en fait, tous les hivers, les parents nous emmenaient au ski. Après, c'est pas ma passion, c'est pas quelque chose que j'ai conservé aujourd'hui, mais beaucoup de sport, beaucoup de musique. En fait, on a tous eu plein d'activités, donc du coup, on était nourris par ce rythme-là, avec le week-end des compétitions de volley, la semaine des cours de volley, de musique, l'école un petit peu quand même si j'étais pas très travailleur. Est-ce que déjà le fait d'être dans cet environnement de montagne, de nature, tu as une fibre un peu environnementale, écologique qui se réveille? Est-ce que tu es attentif au monde qui t'entoure ou pas du tout? Tu es un enfant innocent, insouciant de ce qui t'entoure? Non, j'ai pas forcément de conscience, j'ai pas eu de déclic où je me dis oh là là, quelle est belle cette montagne, je vais faire attention à l'environnement. C'est plus quelque chose d'itératif qui s'est construit petit à petit. On vit tous dans un environnement qu'on participe à construire, et du coup, moi ça m'intéressait pas de le salir tout simplement. Et des exemples ou des potentiels déclics pour l'environnement, pour l'économie locale, il y en a 1000 en fait, il y en a tous les jours. Donc je saurais pas dire lequel m'a frappé plus qu'un autre. Mais petit à petit, l'évidence est apparue, et quand on considère qu'on est parti pour travailler au moins 7 heures par jour pendant au moins 40 ans, en fait, à la fin, ça devient inconcevable de mettre son temps de travail à profit d'idées contraires aux stimuli et au bon sens qu'on peut avoir tous les jours. Donc c'est comme ça que, petit à petit, ma voie s'est faite. Mais j'ai pas le souvenir d'un truc avant-après quelque chose, quoi. La scolarité, elle est moyenne? Ma scolarité est très moyenne. J'ai toujours eu 11, 12, 13, sans trop forcer. J'ai pas fait de bac S parce que j'avais pas assez travaillé, donc j'ai fait un bac STI option électrotechnique. Après j'ai fait un DUT d'informatique, télécom et réseau. Voilà, je suivais mon chemin sans m'apercevoir qu'en fait c'était pas que j'étais pas travailleur, c'est juste qu'il fallait que je sois passionné pour m'investir beaucoup. Et en effet, c'est toujours le cas aujourd'hui. Quand quelque chose me passionne peu, je produis peu. Voilà. Et quand ça me passionne, par contre, je produis beaucoup. Ça t'emmène sur des études plutôt d'informatique? Ouais, tout ça m'emmène sur des études d'informatique qui m'ont un peu ennuyé.
à l'issue desquelles j'ai fait une licence de management commercial pour justement découvrir autre chose. Et puis l'école dans laquelle j'ai fait ces études cherchait un alternant pour être assistant de communication. Donc je me suis retrouvé étudiant je me suis retrouvé en alternance dans l'école dans laquelle j'étais encore étudiant. Et donc c'était un peu bizarre d'être et salarié et étudiant de cette école. Mais ça s'est bien passé, j'étais assistant de communication. Donc j'étais plus trop dans l'informatique, je m'occupais du journal de l'école, donc ça c'était assez cool, c'était assez créatif. Je m'occupais des salons d'étudiants où je représentais l'école, donc toute cette dimension commerciale, je la découvrais et c'était pas désagréable. Et le dernier point, c'est que je m'occupais du site internet, et ça c'était le côté qui me rassurait, parce que c'était un peu du web, et c'était ma formation. Et puis au bout de 6 mois, donc la moitié de mon alternance, le responsable informatique de l'époque est parti. Et donc, comme j'étais le seul de la partie, je me suis retrouvé responsable informatique dans l'école dans laquelle j'étais encore étudiant. Donc c'était encore plus bizarre, parce que du coup, j'étais vraiment et côté employé et côté élève. Et puis voilà, ça s'est bien passé. Donc le responsable de l'école, le directeur d'école m'a embauché. Et donc, à la fin de mes études de commerce, je suis retombé dans l'informatique pendant quelques années, jusqu'à ce que ça m'ennuie définitivement et que j'ai besoin de retrouver du sens dans mon temps de travail. À ce moment-là, tu étais dans quel état d'esprit? Tu savais déjà plus ou moins ce que tu allais faire, ou tu étais plutôt le jeune qui se laisse porter, paumé, pas paumé, mais en tout cas, voilà, tu as l'alternance à l'école, tout ça est assez facile finalement, et donc tu te laisses porter par ça, ou tu as d'autres ambitions, d'autres objectifs? Non, je crois que j'étais très investi. Je me rappelle de bugs qu'il y a eu des soirs ou même un jour de l'an, je crois, où vraiment il fallait régler le bug avec mon collègue et du coup on était là présent. J'ai jamais eu une vision du travail très chronométrée, parce qu'en fait le travail ça prend tellement de place dans la vie que c'est trop dommage de juste compter le temps, quoi. Ça doit émanciper, ça doit ouvrir. Enfin, en tout cas, moi j'ai cette ambition-là pour mon travail. Déjà quand j'étais salarié, c'était le cas. Et donc l'idée c'était juste d'apprendre des choses. En plus, je suis passé d'un univers très masculin entre mon bac STI et mon DUT Télécom et Réseau, à un univers beaucoup plus mixte avec l'école de commerce, avec en plus des profs de tout domaine. Je découvrais la compta, le marketing, la gestion, le commerce international, enfin tout ce que je connaissais pas quand j'étais vraiment focus informatique. Donc ça m'ouvrait les yeux. Pendant toutes ces années d'informatique aussi, j'étais collègue de ces gens-là, donc ça m'a beaucoup nourri. Et puis beaucoup de ces profs en fait avaient plusieurs activités, étaient souvent entrepreneurs. Donc moi ça m'a stimulé, je pense, petit à petit. Et puis comme j'ai toujours eu beaucoup de projets, des associations quand j'étais ado, voilà, des projets à tout va, des idées plus ou moins farfelues parfois, mais j'ai toujours été excité comme ça par les projets. Et puis à un moment donné, ça s'est concrétisé un projet entrepreneurial qui n'était pas du tout issu de notre culture familiale, parce que ma mère est médecin du travail et mon père était fonctionnaire dans une fac de médecine. Donc rien à voir avec l'entrepreneuriat, rien à voir avec le commerce, mais chemin faisant, voilà, ça s'est construit comme ça. Tu parlais d'association quand tu étais déjà ado, c'est quel type d'association? J'ai monté une association qui s'appelait GH2B. C'est les initiales de nos noms de famille qu'on avait transformés en gigantesque hallucination de bruit, qui s'est transformé en gigantesque harmonisation de bruit, pour être un peu plus politiquement correct. Et en fait, on animait des soirées, on faisait des anniversaires, des mariages, on sonorisait des pièces de théâtre, des comédies musicales autour de Vorep, de Grenoble, avec des amis. Et du coup, c'était le premier projet entrepreneurial, je pense. Je pense que très tôt, j'ai eu besoin de faire des projets. J'ai un cimetière de projets qui est assez costaud. Mais c'est pas grave. Et donc dans ce cimetière-là, mais ça a duré quand même 10 ou 12 ans, l'association. Maintenant, tout le matériel, on l'a confié à une autre asso, à d'autres jeunes qui s'éclatent avec. Dans ce cimetière, il y a des projets qui te trottent encore dans la tête et... je me rappelle de trucs rigolos. Dans la maison du cousin de mon grand-père, là où j'ai fait le magasin, à un moment donné, j'envisageais un centre d'affaires pour trouver un modèle économique qui permette de pas vendre la maison. Je me rappelle d'un projet de camions peints sur des ronds-points. Mais c'était il y a 25 ans, hein. Donc malheureusement c'est quelque chose que j'assumerais pas aujourd'hui tellement c'est destructeur pour les centres-villes. Ça s'appelait la baguette mobile.
Tu as des projets qui pourraient là voir le jour? Ah, faudrait que je rouvre mon fichier avec mes idées. Mais ouais, il y en a, je pense que c'est pas con. Quand tu as 18 ans, quand tu viens d'avoir ton bac, quand on te pose la question, tu feras quoi quand tu seras grand? C'est quoi la réponse? Quand on me demandait ce que je ferais quand je serais grand, en fait, c'est une question que je me pose même pas aujourd'hui. J'aime pas du tout l'idée de savoir qu'est-ce que je ferai dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Ce que j'aime dans l'entrepreneuriat, c'est l'aventure, c'est les montagnes russes. Alors parfois c'est très agréable, parfois c'est très difficile. Mais j'ai besoin de ces montagnes russes. Et j'ai pas besoin de savoir où ça arrive en fait. Je sais que c'est cohérent, je sais que tout ce que je fais depuis que je travaille, il y a une logique, un engagement qui ne bouge pas. Par contre, la manière de le concrétiser, de l'incarner, ça, peu importe, et plus c'est différent, plus je vais apprendre des choses, plus je vais rencontrer des gens. Donc la manière de le concrétiser m'importe beaucoup moins que le maintien du cap. Et ça, par contre, ça ne bougera jamais. Le plus important, c'est pas la destination, c'est le chemin. Ouais, alors c'est vrai que c'est une phrase qu'on dit souvent, le plus important, c'est pas la destination, c'est le chemin. Je pense vraiment que c'est vrai. Et on dit souvent pour le passé, en faisant le constat de ça, mais en fait, moi je trouve que c'est vraiment pour l'avenir une saine hygiène que de se nourrir du chemin. Parce que, en fait, je compare souvent la vie au Vendée Globe. Je trouve que le Vendée Globe, c'est une fausse aventure solitaire, comme la vie. On est tout seul dans son corps, mais en fait, on est en interaction avec plein de gens. Et donc au Vendée Globe, il y a une équipe de ouf pour que ça fonctionne. Et le Vendée Globe aussi, c'est pas une course pour une course. C'est une course où chacun fait avec ses éléments, avec ce qui lui arrive, des vents pour, des vents contre, du courant dans le bon sens, du courant dans le mauvais sens. Et en fait, le but du jeu, c'est pas d'avoir le temps parfait, c'est pas d'avoir forcément le matériel le plus pointu, c'est de trouver le meilleur chemin à chaque fois dans le contexte où on est. Et je trouve que pour la vie, c'est une bonne hygiène que de vivre les choses comme ça, puisque du coup, on n'est ni dans la plainte, ni dans l'optimisme, on est juste là à consacrer à ses voiles et à faire en sorte que le chemin soit le plus agréable possible. Là, il y a ce ras-le-bol avec l'informatique. Tu te rends compte que c'est pas fait pour toi. Changement de vie. Donc, après mes études d'informatique, quand j'ai senti que c'était pas mon truc, j'ai voulu faire autre chose et j'ai trouvé une licence de management commercial dans une école de commerce en alternance, qui m'a embauché ensuite comme responsable informatique par le hasard des postes qui se libéraient. Et après 4-5 ans d'informatique comme responsable informatique de cette école de commerce, l'ennui m'a gagné, je voulais du sens dans mon travail, c'était pas assez engagé. Je me rappelle avoir tenté quelques initiatives pour orienter un peu l'offre pédagogique de l'école, mais ça n'avait pas trouvé son public. Je pense au directeur et aux profs de l'école. Je me rappelle avoir vu un film qui s'appelait Le cauchemar de Darwin, qui parlait de l'exploitation de la perche du Nil en Tanzanie, avec des avions qui envoyaient la perche du Nil, donc le poisson, en Europe, et en chemin inverse, les avions revenaient avec des armes. Et donc ça m'avait marqué. J'avais invité le directeur de l'école à une soirée surprise au cinéma pour lui faire voir le documentaire, en espérant que ça le touche autant que ça m'avait touché. Bon, ça n'a pas fait son effet, et je trouvais que c'était intéressant en 2002, 2003, 2004 de faire une école de commerce équitable. Mais voilà, j'ai pas su être convaincant. Et moi, du coup, j'ai changé de chemin. Je voulais habiter à Romans aussi, parce que du coup, toute mon enfance, on allait à Romans dans la Drôme, dans la maison de mes grands-parents. Et j'étais attaché à cette maison dans laquelle ma grand-mère et ma grand-tante ont vécu toute leur vie. Et donc, pour pas qu'on la vende, je me suis toujours projeté à y habiter un jour. Et puis, ça s'est produit donc en 2007, quand j'ai déménagé à Romans pour loger à côté de la maison de mes grands-parents, dans une maison de famille qui était en face d'un grand centre de magasins de jeans, pour loger dedans une boutique de vêtements bioéquitables, par opportunisme, puisque je connaissais ni la mode ni le commerce, mais ce bâtiment était en face d'un grand centre commercial, donc c'est comme ça que la mode s'est imposée. En tout cas, la famille a une place très très importante dans ton cœur et dans tes décisions aussi. En effet, la famille a beaucoup de place dans ma vie, que ce soit dans mon quotidien, avec mes frères qui sont associés, l'un d'eux qui travaille avec moi au quotidien, plus la maison de ma grand-mère dans laquelle j'habite, celle du cousin de mon grand-père dans lequel j'ai développé 1083. C'est très famille, pour autant on n'est pas du tout démonstratif, on est assez pudique. Mais oui, ça tourne autour de notre famille et c'est beau.
Généralement, quand on a une fin de vingtaine, un début de trentaine et qu'on retourne chez les parents ou chez les grands-parents, c'est presque un retour en arrière, une sensation d'échec. Toi, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que c'est le moyen de t'accomplir et de commencer à te réaliser aussi. C'est vrai que de l'extérieur, beaucoup d'amis ou même mes parents, je pense, pouvaient interpréter le fait de déménager à Romans et d'habiter chez mes grands-parents, puisque ma grand-mère et ma grand-tante étaient encore en vie, donc du coup j'étais nourri, logé, blanchi par elles. Ça peut paraître comme un retour en arrière, mais moi je le voyais vraiment comme un chemin d'émancipation, puisque du coup je pouvais consacrer tout mon temps à un projet professionnel qui faisait sens pour moi, dans un lieu dans lequel je me sentais bien. Leur maison et la maison voisine du cousin de mon grand-père où j'ai fait le magasin. Et c'était le début de l'ouverture, je pense, pour ma part, puisque du coup, j'étais enfin à ma place. Donc, le chemin, l'amorce du projet, c'est la maison de mes grands-parents. Cette maison de mes grands-parents, elle est voisine d'une maison qui est celle du cousin de mon grand-père, qui est au bord d'un boulevard. Et dans ce boulevard, il y avait une caserne militaire qui s'appelait la caserne Bon, avec une place d'armes, etc., enfin, comme on retrouve dans plein de villes en France. Et cette caserne, qui a été démobilisée, je pense, dans les années 80, quelque chose comme ça, en 1999, elle est devenue un centre commercial, Marc Avenue, qui vend plein de vêtements déstockés. Et donc, la maison du cousin de mon grand-père qui se trouve en face, au décès du cousin de mon grand-père, mes parents ont l'idée d'en faire une boutique, en espérant le louer, et puis en fait ça s'est pas tellement produit, la boutique n'a pas été vraiment louée. Donc moi, comme je m'ennuie dans l'informatique, du coup je me suis dit je vais essayer de développer une activité. Effectivement, le commerce de mode s'impose, ou c'est une belle opportunité du fait de l'emplacement, puisqu'il y a plus de 2 millions de personnes qui vont chaque année à Marc Avenue, donc c'est quand même un énorme flux en centre-ville de Romans. Mais sauf que moi, je veux que ça fasse sens pour moi, sinon ça m'intéresse pas. Encore plus que je connais pas la mode, donc du coup c'est vraiment loin de mon univers d'informaticien. Mais si c'est des vêtements éthiques, là, ça fait sens pour moi. Donc du coup, en 2006, sur mes congés, je vais faire le tour de marques de mode éthiques, qui sont principalement à Paris. Je me rappelle du salon Première Vision, il y avait un espace So éthique, avec des marques naissantes comme Ideo, Ethos, Tout de Baume. Des marques très engagées sur l'éthique. Et donc je leur propose à cette époque-là de me confier leur fin de série, leurs invendus, pour que je les commercialise dans une sorte de mini Marc Avenue, mais éthique. Et donc ça démarre comme ça. Ce que j'avais pas anticipé, c'est que les vêtements bio-équitables, c'était déjà pas le top de la désirabilité en 2007, mais mes yeux d'informaticien ne le voyaient pas encore. Et là, c'était les rebuts, les invendus de ces marques-là, de ces vêtements-là. Donc c'était quand même pas il y a toute la dimension mode qui m'avait échappé, que j'ai dû apprendre. Pour laquelle j'avais une certaine distance au début, parce que je trouvais qu'on s'habillait pour pas être tout nu, quoi. Et en fait, c'est grâce au musée de la chaussure à Romans que j'ai découvert que la mode répondait avant tout à un besoin identitaire, émotionnel, et pas du tout à un besoin physiologique, puisque quand on était tous tout nus, qu'on vivait dans des grottes à la préhistoire, on n'avait pas besoin de vêtements, puisqu'on avait notre corps pour nous protéger. Mais pour autant, on se parait déjà de tatouages, de tentures, de bijoux. Et donc quand j'ai compris que la fonction primitive de la mode, c'était un enjeu émotionnel identitaire, avant tout enjeu physiologique, alors je suis tombé amoureux de la mode, avec du coup toute une dimension... en fait, la mode, c'est un média extraordinaire pour parler de soi. Et du coup, comme c'est la première chose qu'on donne à voir chez les autres, je me suis dit que finalement, c'était certainement le meilleur levier pour accélérer la transition des gens, tellement c'est ce qu'on donne à voir en premier. Et c'est comme ça que du coup je me suis embarqué dans l'aventure avec beaucoup d'apprentissage entre 2007 et 2011-12 sur la mode, sur le commerce, avec mon magasin, sur le web. Et puis au bout de quelques années, mes fournisseurs, donc ces marques de mode éthique, qui étaient finalement un peu trop ethniques lorsqu'elles ont connu des difficultés, pour pas fermer mon magasin, j'ai décidé de créer ma propre offre pour remplir mon magasin au fur et à mesure que des marques fermaient. Et c'est comme ça que l'idée du jean est arrivée. On va revenir sur la mode. Déjà, pourquoi un magasin de mode? Ok, il y a Marc Avenue, mais tu aurais pu vendre des ordinateurs, des téléphones portables. C'était aussi très à la mode à l'époque, ce genre de boutique. Pourquoi tu choisis la mode? Première question. Et la deuxième,
tu voudras bien enchaîner, c'est sur pourquoi elle devait être éthique, cette mode. Dans Marc Avenue, il y avait, je sais pas, 60, 70, 80 boutiques, maintenant c'est encore plus, à 90% des enseignes de mode. Donc en fait, c'est pour ça que, c'est uniquement pour ça que j'ai commencé à m'intéresser à la mode en 2006-2007. Comme je pense que c'est typique au magasin de déstockage, enfin, au centre commercial de déstockage. Dans les centres commerciaux de déstockage, t'as pas trop d'informatique, t'as pas trop de téléphone, t'as vraiment de la mode, quoi. Et donc du coup, ça m'a orienté. Et après, éthique, parce que voilà, ça peut pas être autrement. Enfin, ça m'intéresse pas du tout de vendre de la mode pour de la mode. Ça doit vraiment être un « et » entre le style, le respect de l'environnement et le respect des gens. Sinon, ça n'a pas de sens. Et à quel moment il naît cet impératif que ce soit dans le respect de l'environnement? Je ne sais pas à quel moment cet impératif de l'environnement naît, mais c'est trop de temps et trop d'énergie son travail pour s'en servir à mauvais escient. Et voilà, ça ne m'intéresse pas juste. Donc pour toi, là c'est une évidence, mais c'est surtout ce côté un peu fou, kamikaze, de vouloir lancer sa propre boutique face à un centre commercial qui abrite les plus grandes enseignes de marques adulées par les ados, par tous ceux qui aiment la mode ou les vêtements. À aucun moment ça te fait peur, à aucun moment tu te dis, tu doutes, tu y vas? Non, il n'y a pas trop de doute. Et c'est pas kamikaze au sens où, certes, ouvrir une boutique de mode éthique en face d'un grand centre commercial de déstockage, ça peut paraître le pot de fer contre le pot de terre. Mais le but, l'ambition, c'est même pas de dépasser le pot de fer, c'est juste de bien faire. Et donc du coup, je me positionne pas en confrontation de ce qu'ils font, je veux le parasiter. C'est simplement qu'il y a un flux, j'ai des convictions à défendre, j'ai pas meilleur terrain de jeu que des gens qui a priori ne savent pas ce que je propose pour leur présenter ce que je fais. C'est quoi la réaction de ton entourage, tes parents, ta grand-mère à ce moment? Alors peut-être que ta grand-mère est plus contente parce qu'elle t'a à proximité, mais tes parents, tu avais un CDI, l'informatique, on est dans les années 2000, on parle de la naissance des premières startups, on a l'impression que ceux qui vont bosser dans le web seront les milliardaires, beaucoup sont devenus les milliardaires de demain. Est-ce qu'ils ne se disent pas, mais t'es à côté de la plaque, mon garçon? Je ne sais pas quel jugement porte chacun sur ce petit magasin. Je m'en foutais un petit peu en fait, je crois. Tout le monde y trouvait son compte. Ma grand-mère et ma grande-tante, je vivais auprès d'elles. Ma famille, parce que du coup j'étais auprès de mes grands-parents. Moi, parce que je faisais ce qui me plaisait. Certes, j'avais plus de revenus ou moins de revenus, mais j'avais un toit, j'avais de quoi manger. Tout allait bien, quoi. Fondamentalement, tout allait bien. Et c'était pas du tout kamikaze au sens où j'ai pris aucun risque. Je suis pas allé faire le tour du monde en stop. Je suis allé chez mes grands-parents dans une maison que je connais par cœur, dans une ville que je connais par cœur, certes dans un nouveau domaine d'activité, mais face à un environnement extrêmement ciblé sur ce domaine d'activité. Pour moi, c'est quand même un choix, c'est une manière très rationnelle de faire un projet, certes un peu trop engagé, si on se souvient de la France en 2007, mais c'est très rationnel finalement. Ta rencontre avec le jean, donc là le jean apparaît pour toi comme une évidence par rapport à ta réalité et en tout cas ton constat, ton analyse de la mode. Est-ce que là tu te dis déjà je vais faire mon jean Made in France ou tu te dis je vais déjà vendre des jeans? Donc de 2007 à 2011, l'offre du magasin elle était assez ethnique. Donc je dis souvent que je confesse avoir vendu quelques bonnets péruviens. Mais pas que, heureusement il y avait des t-shirts, etc. Mais c'est toujours avec des motifs ethniques, des phrases très engagées. Et on voyait bien qu'en fait le fond prenait le pas sur la forme pour les entrepreneurs qui portaient ces marques-là. Et je leur jette pas la pierre, je faisais pareil. Mais moi j'étais confronté au terrain, aux consommateurs, que je connaissais ou que je connaissais pas.
Et je me souviens d'amis qui voulaient venir dans le magasin, acheter avec la volonté d'acheter des vêtements parce qu'ils en avaient envie, ça leur faisait plaisir et puis ils avaient envie de sens. Et puis ils repartaient sans rien parce que l'offre était trop loin d'eux. Donc au bout d'un moment, ça fait réfléchir. Et le point commun entre tous ces gens qui achetaient ou qui n'achetaient pas, c'était quand même le jean. Mais ces jeans, j'en trouvais nulle part dans les marques que je distribuais. Donc c'est comme ça que je me suis dit au bout d'un moment, quand même, à force de ne pas chercher, je me suis dit, je vais essayer de les faire. Ce qui est génial dans le jean, c'est que tout le monde le porte. Les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les catholiques, les musulmans, les riches, les pauvres. C'est vraiment universel. Et il y a un truc qui m'avait marqué quand j'étais en vente, parce que j'étais quand même 6 ans en vente dans mon magasin, tout seul, à vendre des vêtements. Et j'ai adoré ça. C'est qu'en fait, quand on parlait du fond, c'est universel. Personne met des pesticides sur les carottes qu'il fait pousser dans son jardin pour manger ou pour donner à ses enfants. Donc en fait, dès qu'on est en responsabilité, on est tous écolos. Et pareil au niveau social, au niveau économique, si on a le choix entre mettre ses enfants à l'école ou à l'usine, en fait on va les mettre à l'école. Donc en fait, dès qu'on est en responsabilité au niveau social, on fait des choix plutôt pertinents, plutôt vertueux. Qu'on soit gentil ou méchant, c'est pas le sujet en fait. On est tous très responsables quand on est en responsabilité. Mais sauf que quand c'est loin, donc si le vêtement est trop décalé de son style, c'est mort en fait. La marche pour être éthique, elle est trop haute, elle est émotionnellement trop haute. Alors que le jean, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde en porte. Et comme tout le monde en porte, ça veut dire que c'est une marche qui est à la portée de chacun. Et donc ce que je me suis dit, c'est que si on arrive à faire des jeans made in France ou engagés, du coup ces idées universelles, si on les met dans un produit universel, quelque part ça devrait faire plus d'activité, plus de consommation, plus d'action que dans des vêtements Baba Cool. Et c'est comme ça que l'aventure 1083 s'est lancée. 1083 naît comme ça, sauf que il y a le constat, il n'y a pas de jean made in France, il n'y a pas de jean éco-responsable, en tout cas véritablement engagé. Entre le constat et le moment où on se dit ok, je vais faire la solution. Et alors entre le moment où il y a le constat et la solution, il y a plein d'étapes. Avant de créer 1083, les jeans, j'ai essayé plein de choses. J'ai fait des chaussettes fabriquées au Portugal en coton recyclé que je vendais dans le magasin sous la marque Ecolo, ECO-LOTS, puisque c'était des lots de chaussettes écologiques et économiques, puisque c'était par lot. J'ai fait des t-shirts aussi. Ces t-shirts fabriqués en Asie, en commerce équitable, que je distribuais, qui étaient floqués avec plein de marques de mes fournisseurs. Ils étaient disponibles aussi en vente B2B, à des prix assez peu chers, genre 3-4 € le t-shirt. Ce qui fait que si on les vendait en circuit court, sans intermédiaire et sans marquage, ça faisait des t-shirts à 10 € issus du commerce équitable. Donc c'était une super offre. Et c'était assez concurrentiel des t-shirts Decathlon qu'on pouvait trouver à 5-6 €. Bon là c'était 10 € 2 fois plus cher, mais c'était pas cher le t-shirt bio issu du commerce équitable. Et ces t-shirts, je les avais achetés juste. Je les avais appelés juste, parce que juste, c'était pour la notion de justesse, que c'était simple. C'était juste un t-shirt sans rien avec une couleur. Et comme il y avait une couleur, c'était juste le rouge, juste le bleu, juste le vert et juste le blanc. Ça me faisait rire dans ma tête. Et donc du coup, c'était une expérimentation comme une autre. Et puis est arrivé le moment du jean, où là aussi, je l'ai fait de bon cœur et juste avec l'ambition de remplir mon magasin. Et puis, sauf que ce truc-là a trouvé un écho que j'imaginais pas et qui a transformé l'entreprise. À ce moment-là, quand tu vends des produits certes équitables, mais qui traversent la planète pour venir jusque dans ta boutique de romans, est-ce que ça commence à aussi éveiller quelque chose en toi? En fait, en même temps que je vends toute cette offre éthique, commerce équitable, qui vient du bout du monde parfois, il y a une offre Made in France dans le magasin. C'est pas Made in France contre commerce équitable. Le Made in France et le commerce équitable sont deux moyens de faire mieux que le commerce traditionnel. Et j'ai rien contre le Made in loin. Je dis juste que quand on est proche des conséquences des choix qu'on fait, on est plus engagé. Donc du coup, c'est pour ça que naturellement, plus j'ai travaillé le sujet, plus je me suis investi dans ce qui m'était proche. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé
au Made in France et même encore plus au Made in local. Mais à l'époque, il y avait, je me rappelle, des chaussures fabriquées à Romans qu'on distribuait qui s'appelaient Moï Écolo. C'était une créatrice romanaise qui habitait Paris qui avait monté cette marque-là. Je me rappelle aussi d'une autre marque de chaussures qui s'était montée juste après qui s'appelait Made in Roman. Voilà, petit à petit, il y avait pas mal de petits trucs en fait qui existaient. Et en 2012, je crois, Guillaume Gibaud du Slip Français s'est lancé. Alors, c'était un autre espace-temps et un autre monde que le mien, parce que moi, j'étais commerçant à Romans-sur-Isère. Mais c'était des petits signaux qui donnaient du sens à cette démarche-là et qui me donnaient du recul aussi. Parce que le Made in France en 2011, 2012, 2013, il fallait l'assumer, quoi. Parce que c'était un peu nationaliste. Alors que moi, c'était rien nationaliste, au contraire. C'était patriotique, mais j'avais du mal à comprendre ce mot. Il me gênait à tort. J'avais du mal avec le bleu, blanc, rouge parce que je l'assimilais au Front National. Donc, j'étais pas du tout à l'aise avec ça. À tort, parce qu'en fait, du coup, j'avais, comme tout le monde, accepté d'abandonner notre drapeau à un parti d'extrême droite, alors qu'en fait, grâce à d'autres personnalités politiques comme Arnaud Montebourg notamment, qui a affirmé le bleu, blanc, rouge et plein d'autres, du coup, il a dépolitisé le Made in France. Et moi, il m'a fallu tous ces signaux-là pour, du coup, me réconcilier avec le bleu, blanc, rouge, me réconcilier avec le Made in France, et du coup, être tout à fait à l'aise aujourd'hui avec l'idée de travailler localement et d'aider mon pays à subvenir à ses propres besoins. Donc, cette idée de créer ta marque de jean et de créer du coup un jean responsable, lui, en tout cas, reçoit un écho particulier dès le début. C'est quoi le premier écho? C'est d'abord l'entourage, tu testes, tu sondes des clients. Comment tu te rassures à ce moment-là? Donc en 2012, quand le projet naît, il y a quand même une activité économique qui est à peu près posée. Mon frère m'a rejoint. On fait 200 000 euros de chiffre d'affaires, 100 000 sur Internet, 100 000 en magasin. C'est pas grand-chose après 6 ans de travail, mais ça tient à peu près la route. Je teste le projet auprès de partenaires, d'autres marques de mode éthique, avec qui on échangeait pas mal parce qu'on avait tous les mêmes enjeux. Et certains d'entre eux trouvent ça plutôt cool. On décide collectivement de présenter un projet dans une structure qui s'appelle l'Organic Cluster à Romans, qui rassemble plein de projets bio. Et on répond à un appel à projet qui nous aide à financer tout ce qui est R&D, etc. Et puis mes confrères se désengagent un petit peu, donc je me retrouve à porter seul mon idée, avec l'idée de faire un financement participatif. Donc à l'époque, ça reste un petit projet de magasin de Romans-sur-Isère pour Romans-sur-Isère, donc c'est vraiment assez modeste. Et le rêve, c'est de vendre 100 jeans, ce qui fait à peu près 10 000 euros. Ça permet d'acheter à peu près les matières premières. Et puis, tout au long de cet apprentissage, comme ce que j'ai toujours fait sur le magasin, j'en parle, j'explique, il n'y a rien de secret. Donc en fait, tous ces échanges, ils me permettent de tester un petit peu ce qui prend au niveau de mes clients, de mes amis, etc., ce qui ne prend pas. Donc en fait, ces échanges tamisent mon projet. Et sur le jean, tout passe à peu près. C'est-à-dire que l'idée du jean rassemble un peu tout le monde. Le nom de la marque aussi, ça s'appelle 1083 parce que c'est la distance qui sépare les deux villes, les pigeonniers de l'Hexagone, de Menton au sud-est à Porspoder, c'est un petit village au nord de Brest. Le fait de dire on va fabriquer des jeans à moins de 1083 km de chez vous, ça aussi ça trouve son audience avec l'idée de la diagonale sur la poche arrière droite pour faire l'hexagone. Et donc tous ces petits trucs amènent de la résonance au projet et je vois autour de moi que ça intéresse plutôt les gens. Dans l'ADN du projet, c'est déjà du Made in France? C'est-à-dire que tu sais où ça va être fabriqué? Alors, en parallèle du projet qui se construit, il y a la recherche des fournisseurs avec un tisseur parmi les dizaines de tisseurs que j'ai appelés français. Il y en a un qui accepte de tisser notre denim, de retisser du denim en France. C'est les tissages de Charlieu, près de Roanne. Et puis, il y a un atelier de confection de Marseille qui s'appelle Création Anaïs, qui faisait plus que des prototypes. C'était le dernier atelier français de jeans en activité, qui m'a été communiqué par... je jouais au volley à l'époque avec des copains, et parmi eux, certains étaient agriculteurs.
Et ils voyaient passer de ferme en ferme une société qui s'appelle le Colporteur qui vend des vêtements de travail pour les agriculteurs avec un marché de niche. Et le gars, il avait des chaussettes made in France, très résistantes, Kevlar, je sais pas quoi, pour justement pas être abîmé au travail de ces agriculteurs. Et donc mon pote, il me dit non, mais je connais peut-être un gars qui peut te connaître un fabricant de pantalons encore en France. Et donc c'est dans les vestiaires et les douches du volet que du coup Guillaume m'a dit je vais en parler au colporteur justement, qui m'a ramené le coup d'après à la prochaine entraînement sur un bout de papier les coordonnées de création Anaïs à Marseille, rue Louis Grobet. Et c'est en les appelant que du coup le projet s'est vraiment concrétisé avec du coup encore un atelier. Donc ils étaient deux, hein, ils fabriquaient des prototypes, ils avaient toutes les machines, ça servait plus à rien, mais ils voulaient pas les vendre. Et on a redémarré ensemble. Là, tu lances ta campagne de financement participatif, ton circuit de production est créé, le nom de la marque. Tu arrives déjà à fédérer une petite communauté sur d'abord la Love Money et puis sur le web. Et là, c'est donc cette campagne de financement participatif. La campagne de financement participatif a démarré relativement toute seule. Parce que notamment tout ce qu'on appelle la love money, quand c'est ses amis, sa famille qu'on fait cracher au bassinet pour qu'ils fassent monter le projet, moi ils sont plutôt intervenus à la fin, juste avant la date butoir, pour avoir leur jean. Mais tout de suite ça s'est emballé. Avec, je me rappelle, à chaque fois qu'il y avait une commande Ulule, donc de financement participatif, je recevais un email et donc je recevais des commandes comme ça. Je pense que j'ai dû mettre une semaine pour en faire 100, ce qui était vraiment étonnant. En 2013, le Made in France c'était pas du tout à la mode, le financement participatif c'était naissant. Donc du coup, et Ulule et nous on était très surpris de la dynamique que ça a pris. Et il y a eu beaucoup de retombées, beaucoup d'engagement, beaucoup de retombées presse aussi, tellement c'était un peu original. Et ça a amorcé la boule de neige. Est-ce que tu veux préciser le contexte? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tes clients, ceux qui commandent un jean qui vont recevoir des mois après. En 2013, ce n'est pas encore ancré dans les mentalités, cette espèce de précommande. Oui, ce qui est fou, c'est que la marque est née grâce à 936 personnes qui ont accepté d'acheter un jean qu'ils n'ont jamais vu, de la part d'une marque qu'ils ne connaissent pas, d'un porteur de projet inconnu au bataillon, pour le recevoir peut-être dans 6, 7, 8, 9 mois. Et donc c'est quand même audacieux de miser 100 € sur un truc comme ça. Et c'est grâce à ces 936 clients-là que l'aventure a démarré. Et direct, tracté par nos clients. C'est-à-dire que nous, on espérait vendre 100 jeans, donc on avait dimensionné notre petite production sur 100 jeans. Et puis quand 2 mois après, on a presque 1000, du coup, ça change un peu les choses et hop, ça a lancé l'aventure. Là, c'est quoi? C'est de la joie ou c'est de la peur? C'est ni l'un ni l'autre. Enfin, c'est de la joie, mais tranquille. C'est de la concentration, c'est du plaisir, c'est du travail, c'est de l'aventure. Derrière, donc il y a cette campagne, et puis là, tu te dis, je vais aller rencontrer tout le monde en fait. C'est-à-dire que tu veux porter plus loin la marque et finalement presque lui donner une véritable dimension réaliste, parce que tout ça presque était que virtuel. Il y a deux choses. Déjà, j'ai créé mon entreprise pour partager mes convictions. Donc en fait, là, maintenant qu'il y a une audience, à partir de 2013, je ne vais pas me gêner. C'était le but d'entreprendre. Le deuxième élément, c'est que quand même, j'imaginais pas du tout qu'on aurait une telle audience, une telle résonance. Et à tel point que quand on a démarré le projet, j'avais dit, on espère vendre 100 jeans, mais si on dépasse les 1083 précommandes, ce qui paraissait absolument impossible, ni dans le Made in France, ni dans le financement participatif, il y avait de tels projets dans le textile. Donc c'était vraiment improbable. Mais j'avais dit pour rire, si on dépasse les 1083 précommandes, je vais gagner des sous. Donc je m'achèterai un vélo et je ferai Menton Port Spoder en vélo à la rencontre de mes clients, en dormant chaque nuit chez des clients et en visitant les usines qui sont au bord de la route. Et puis finalement ça s'est produit en 2 mois et demi. Donc du coup l'été d'après j'ai perdu mon pari contre mes clients, donc j'ai dû le faire. Juste avant cette étape à vélo, pendant ce temps-là, Mode Éthique, la boutique,
elle continue à tourner ou tu es plutôt stand-by, tu es déjà sur le coup d'après? La boutique continue de tourner pendant ce temps-là. C'est vraiment le magasin, le siège social, les stocks, toute l'activité web, boutique, service client et gestion. Tout ça, Modétique et 1083, c'est la même chose, c'est la même entreprise. C'est juste qu'il y en a un, c'est l'enseigne, et l'autre, c'est une marque qui est au cœur de l'enseigne. Mais c'est la même structure, c'est les mêmes gens, c'est les mêmes bureaux. Et effectivement, dans le magasin Modétique, il y a des jeans 1083 à partir de là. Donc là, Menton Prospoder, Porspoder, on va y arriver. À vélo, alors tu fais pas 1083, tu vas en faire bien plus, parce que c'est pas une ligne droite, c'est pas à vol d'oiseau. Là, tu pars sur un vélo déjà allongé. Oui, déjà, donc les 1083 km, c'est à vol d'oiseau, mais du coup, en vrai, ça a fait 1700 km à peu près. Un peu moins, parce qu'on a fait 30 km en voiture vers Brest, parce qu'on a eu un problème de longueur de distance. Mais en gros, on a fait 1666 km à pédale, sans tricher. Et on l'a fait en tandem couché et en vélo couché parce qu'en fait moi j'étais plutôt sportif mais donc j'avais pas trop peur de mes jambes mais j'avais peur pour mes fesses et en fait j'ai découvert le vélo couché par hasard et il faut il faut essayer le vélo couché pour savoir de quelle hérésie est-ce de s'asseoir. Moi je fais 1m94 donc je fais plus de 90 kg sur une selle, ça fait quand même beaucoup de poids sur une petite surface, donc ça fait mal. Et en plus, quand on fait du vélo droit, on est penché en avant, donc on regarde le sol. Et en vélo couché, je me suis aperçu que j'étais très bien assis et qu'en plus, je regardais le paysage, quoi. Donc quand j'ai vu que j'aurais pas le temps de m'entraîner ou d'entraîner mes fesses et qu'il fallait vraiment faire cette traversée de la France, je me suis dit qu'il n'y avait pas mieux que le vélo couché. Et donc c'était un vélo couché fabriqué en France, tout près de Valence, par un passionné qui nous l'a fait, qui est trop beau. Là, tu pars donc de Menton. L'objectif, c'est donc à la fois de visiter les ateliers qui vont participer à l'aventure 1083, mais aussi les consommateurs. Donc c'est quoi? C'est un message, c'est eux qui se disent, qui te font signe et qui disent passe par chez nous, on veut te rencontrer. En fait, on avait fait une communication auprès de tous nos clients pour leur dire voilà, on va faire la traversée de la France en vélo. Du coup, ben voilà le parcours à peu près. Si vous habitez par là, faites-nous signe. Donc il y en a pas mal qui nous ont contactés pour nous dire ben nous on est par là, etc. Donc ça a permis d'organiser des pauses déj ou de détourner un peu le parcours pour dormir chez les gens. Et puis il y a eu aussi à l'inverse, sur quelques étapes à la fin, où on avait des trous sur le parcours. Et donc là, c'est nous qui avons ciblé les clients qui habitaient à des endroits et qui leur avons écrit pour leur dire « Coucou, on passe vers chez vous telle date, est-ce que vous serez d'accord pour nous accueillir ?» Et puis à chaque fois, c'était oui. Donc c'était un super souvenir. Après, ce que j'avais pas anticipé, c'est que il y avait 100 km entre chaque étape, ce qui est pas fou en soi, mais le vélo était très lourd. Et tous les soirs, on était reçus, accueillis chaleureusement avec une soirée plutôt longue. Donc du coup, ça a été des courtes nuits avec des longues journées. Et donc à la fin, quand même, c'était plus les soirées qui fatiguaient que les journées. Là, les rencontres que tu fais, finalement, c'est des clients qui deviennent des amis. C'est-à-dire que, enfin, le sens de communauté, le mot communauté fait sens, quoi. En fait, ce qui fait vraiment sens dans cette aventure, c'est la notion de proximité. Connaître ses clients. Quand on est client, connaître qui a fait les produits qu'on achète, bah, ça change complètement le rapport au produit. Là, ce coussin, je ne sais pas où il est fabriqué, mais si c'est moi qui l'avais fabriqué, bah, il aurait une histoire différente de si je l'avais acheté comme ça. Donc, du coup, la proximité, c'est hyper engageant. Et cette proximité, elle est vraiment à cultiver en kilomètres, quand on est proche les uns des autres, qu'il n'y a pas d'intermédiaire, que la conséquence des choix qu'on fait est immédiate et qu'on comprend ce qui se passe. Donc on a une compréhension, une proximité de kilomètres, d'intermédiaire dans le temps et de compréhension. Et bien en fait ça nous engage. À l'inverse, quand les choses sont distantes, sont loin, il y a plein d'intermédiaires, qu'on comprend rien, et bien en fait ça nous éloigne. Et comme on n'est pas irresponsable, mais qu'on est tous responsables quand on est en responsabilité, alors je trouve que la proximité est le meilleur levier
pour faire des choix plus heureux. Et la consécration de ça, c'est la rencontre avec le fait d'accueillir nos clients dans nos usines, le fait d'aller chez nos clients, comme avec ce voyage en vélo de 1083 km. Si tu devais garder une anecdote de rencontre pendant ce voyage, ça peut être une rencontre ou une galère ou une chose merveilleuse qui vous est arrivée. Les meilleurs moments dans ce voyage, c'était les rencontres, les gens et surtout la découverte des savoir-faire par nos clients quand ils visitaient les usines et la découverte des consommateurs par les gens des usines. Parce qu'en fait, les commerçants, ils sont médiateurs de leur offre, ils rencontrent le consommateur. Mais en usine, on ne rencontre jamais le consommateur. Et donc là, de voir l'émerveillement réciproque, le waouh réciproque que ça faisait germer, c'était génial. Et après, il y a eu des moments cocasses, des crevaisons, Je me rappelle que dans le col de la République, entre la Drôme et Saint-Étienne, donc à mi-parcours à peu près, entre Menton et Porspoder, le col de la République, c'est quand même costaud. Et on n'en pouvait plus. Et à un moment donné, donc il y avait un camion qui nous suivait, un trafic, avec de quoi dormir et de quoi réparer, manger, etc. Et de quoi nous filmer aussi de temps en temps, parce qu'on faisait des petites vidéos. Et on n'en pouvait tellement plus qu'en fait, on s'est sanglé à l'attelage du camion sur 10 km de la montée. Et à ce moment-là, passaient les flics. Et coup de bol, à ce moment-là, les caméras que j'avais sur le vélo étaient allumées. Donc j'étais gêné en même temps que je buvais du petit lait, tellement je savais qu'en fait ça allait enregistrer un moment fameux que j'allais pouvoir partager avec mes clients, parce que je ne pouvais pas le raconter. Et finalement, c'est très bien passé. Ils nous ont dit débranche ça, donc on a fini en vélo. Ça, c'est des bons moments, des bons souvenirs. À aucun moment, tu as eu envie de jeter l'éponge? Ouais, c'est vraiment pas une question qui s'est posée. À d'autres moments, ça a pu. Hein. Mais là, au début, c'est dur. Mais en fait, c'est le sprint du démarrage. Donc, en fait, il n'y a pas encore de fatigue. 1083 est lancé, le financement participatif est clos, c'est un succès. Tu fais ce tour, enfin, c'est pas un tour, du coup, tu fais la diagonale de France à vélo. Maintenant, il faut penser à l'étape d'après, parce que c'est bien beau. Mais on ne peut pas rester sur ce succès. Comment les choses derrière se mettent en route? La suite et le quotidien est très itératif, c'est-à-dire que ce qu'on fait, on n'a pas de modèle autour de nous qui l'a vraiment fait avant. Donc en fait, on fait ce qu'on peut, on découvre, on essaie, on expérimente, on se plante sur certains sujets, on corrige, ce qui tue pas rend plus fort. Donc voilà, on grandit pas à pas. Sur quoi tu te plantes? On s'est planté sur plein de choses, des modèles, des ateliers, des fournisseurs, des choix de gestion. Il y en a plein des erreurs. Hein. Enfin, le tout, c'est pas de faire deux fois la même chose. Deux fois la même erreur, c'est un peu couillon. Mais de pas en faire, c'est impossible. Et faut essayer. Et quand on essaye, faut accepter de rater. Donc sinon on n'essaye pas. Donc en fait, voilà, ça fait partie du chemin. L'atelier, l'usine 1083, ta première machine à coudre, parce que là pour le moment, c'est 1000 jeans, c'est pas toi qui les fabriques, ils ne sont pas fabriqués chez vous encore. Non, quand on lance 1083, on est juste un commerçant qui apprend à devenir une marque, qui avons trouvé des ateliers en France qui peuvent encore le faire. C'est entre le moment où on a créé la marque et le moment où on a fait le Tour de France. Donc au bout de quelques mois, on se dit qu'il faut qu'on apprenne à faire ce qu'on vend. Et donc on achète des machines à coudre aidées par notre sous-traitant de Marseille, Création Naïs, avec lequel on va grandir. Donc ils étaient deux au démarrage, comme Grégoire et moi. Et puis petit à petit, on va grandir ensemble. Eux, ils sont une bonne dizaine aujourd'hui. Et le but, c'est de se faire grandir mutuellement. Et donc c'est grâce à leur savoir-faire qu'on va du coup développer notre propre atelier de confection à Romans, qui va nous servir principalement de bureau d'études au démarrage, et qui, au fil des ans, va faire un peu de production. Pourquoi c'est important de produire ? Tu aurais pu choisir de laisser la production à des ateliers déjà existants ou d'autres qui allaient naître. Pourquoi c'était important pour toi de produire aussi ? Pour nous, c'était vraiment très important de savoir-faire, parce qu'en fait, on est en interaction avec notre environnement, on est en proximité de nos clients, et du coup, ça n'a pas de sens de faire une marque de jeans sans savoir fabriquer des jeans. Donc c'était très important pour ça. On avait besoin de savoir de quoi on parlait.
en plus, ça nous intéressait, ça nous passionnait. Et puis l'autre élément marquant, c'est que si on veut redévelopper une filière, cette filière, on ne peut pas la développer comme une chaîne. Parce qu'une chaîne, si un des maillons casse, tout tombe. Donc on doit forcément la créer comme une sorte de code de maille où il y a plusieurs maillons par métier. Comme ça, s'il y a un des maillons qui casse, il y a les maillons autour, les ateliers confrères qui reprennent la charge. Sauf que si on entreprend l'idée de reconstruire une filière en code de maille avec plusieurs tisseurs, plusieurs confectionneurs, etc., et qu'on n'est pas capable de faire leur métier, alors on devient un sous-traitant d'une chaîne de valeur ultra complexe qu'on ne peut pas maîtriser. Alors que si en même temps qu'on crée cette code de maille-là, on apprend ces métiers, alors on n'est plus le client de nos sous-traitants, on est le confrère. Et donc ce ne sont plus des sous-traitants, ce sont des confrères. Et ça change complètement le rapport de choses. Et là encore une fois, c'est une question de proximité, parce que du coup, en mettant les mains dans le cambouis, en apprenant à devenir confectionneur, puis délaveur, puis tisseur, et ben en fait, on s'est rapproché de toute notre filière pour aujourd'hui maîtriser chacun de ces métiers et du coup aller beaucoup plus loin que ce qu'on pensait être possible de faire, puisque du coup on démultiplie les forces, on démultiplie les idées, on démultiplie les innovations. Alors certes, il y a plein d'idées, peut-être un peu trop farfelues parfois pour se concrétiser, mais dans le tas, il y a des choses qui germent et en fait tous nos projets de R&D aujourd'hui sont très pointus grâce à cette maîtrise-là de la filière, que ce soit le jean Infini, le premier jean 100% français, le jean Vélotaf, tous ces produits très techniques, en fait on les a développés très physiquement nous-mêmes, et ce qui nous a permis d'aller plus loin que peut-être que certaines personnes ne pensaient pas possible. Est-ce que ce côté jusqu'au boutiste, c'était un peu jusqu'au boutiste, est-ce que parfois ça t'a fait peur? Tu t'es pas dit, on va trop loin? Déjà, je pense pas qu'on soit jusqu'au boutiste. Je pense qu'on cultive la constance et la cohérence. Si on est cohérent et que cette cohérence, on essaye de la porter de manière constante, et ben en fait, ce qui doit arriver arrive, et ce qui est inéluctable, il suffit d'être patient. Et en fait, quand on sent que quelque chose doit arriver, et ben alors on le porte tout simplement. Quand on lance le Made in France en 2013 dans le jean, pour nous ça fait sens et il est évident qu'au bout d'un moment, acheter des millions de jeans au bout du monde et les faire venir en France, ça ne peut pas être que heureux. Donc forcément qu'à un moment donné ça va se rééquilibrer et donc forcément qu'à un moment donné il y aura des opportunités pour l'économie locale. Et donc à partir du moment où on le perçoit, autant le faire tout de suite et en être le leader plutôt que de ne pas écouter cette conviction-là et prendre le risque d'en être le ringard et de ne pas saisir l'opportunité. C'est pareil pour tout. On n'a jamais fait les soldes chez 1083 parce que ça n'a pas de sens de solder un produit qui n'est pas saisonnier. C'est contraire à l'esprit des soldes. C'est très bien les soldes. Pour des produits saisonniers, c'est nécessaire. Mais dévoyer les soldes pour vendre des promos sur des produits pas saisonniers, ça veut nécessairement dire que la majorité du temps de l'année, ces jeans sont survendus pour être margés moins au moment des soldes. Bon bah ça c'est forcément un peu malsain. Si c'est malsain, ça sera forcément rééquilibré un jour ou l'autre, dénoncé. Et en fait, du coup, si ça l'est un jour ou l'autre, autant en être les leaders. Et c'est pas jusqu'au boutiste, c'est juste essayer d'écouter ses convictions, ce qui paraît de bon sens. Des fois on se trompe, hein. Mais je dirais que c'est plus de la patience que du jusqu'au boutisme, même si on se trompe parfois. Le bon sens, il est dans cette approche de la mode, il est aussi dans le nouveau métier que tu vas découvrir qui est celui de DRH. Ça va être aussi de faire changer le cadre du travail, le rendre agréable, même pour une usine, et surtout pour une usine. Oui, alors la gestion des ressources humaines, c'est vraiment une matière complexe, puisqu'on est tous différents. Donc du coup, il n'y a pas de méthode clé en main qui marche pour tout le monde, à tout moment de leur vie et de nos vies de dirigeants. Donc c'est pas simple. En plus, quand on est dirigeant, on est exposé, puisque nos paroles par rapport à nos collaborateurs sont écoutées. Un mot de travers, une erreur d'appréciation, une erreur tout court, une faute de jugement, etc. Tout ça peut revenir en boomerang fort.
ou une incompréhension tout simplement. Donc c'est très compliqué individuellement, mais ça se travaille. Et au-delà de ces relations individuelles et humaines, en parallèle, il y a tout ce que l'entreprise exprime, qui n'est pas de la bouche ou du cerveau des dirigeants ou des managers, mais que communique l'entreprise à ses collaborateurs. Et ça, c'est les conditions de travail, c'est le matériel, c'est la formation, c'est la rémunération, c'est le partage des richesses. Tous ces trucs-là, ils disent des choses de l'entreprise sans forcément être des mots. Et pour nous, c'est super important que tout le monde dans l'entreprise ressente autant que possible l'équité qu'il y a derrière 1083 en termes de traitement à tout point de vue. C'est-à-dire en termes de potentiel, en termes de rémunération. On a des écarts limités de 1 à 5 dans l'entreprise statutairement. On ne verse pas de dividendes pour qu'en fait chacun sache que le fruit de son travail récompensera et le projet et l'équipe, personne d'autre. Donc pas de rémunération aux actionnaires, que l'on est, Greg et moi et nos associés. Mais aussi investir sur le lieu de travail. Et donc quand on voit plein d'usines où les bureaux sont à peu près propres, mais dès qu'on franchit les portes de l'atelier, on prend 20 ou 30 ans dans les dents, parce que du coup, on y met moins d'attention. Ben en fait, ça fait le même effet que si vous invitez à dîner vos amis dans le garage, quoi. Si vous faites ça, ça va faire bizarre. Vous n'allez pas donner le sentiment à vos amis qu'ils sont le bienvenu ou que vous êtes attentif à eux. Donc en fait, il ne faut pas qu'il y ait de garage. Il faut que toutes les pièces de l'entreprise soient le plus propres possible. Au fur et à mesure qu'on en a les moyens, évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais cette attention-là, elle est très importante pour nous, pour que chacun ressente l'importance qu'il a dans l'entreprise, puisqu'encore une fois, une entreprise, c'est une cotte de mailles, une chaîne, et tous les maillons valent quelque chose, à tel point que s'il en manque un, ça ne marche pas. Donc, et ça vaut pour les lieux, pour les rémunérations, pour la considération aussi. En entreprise, en industrie, on parle souvent d'opérateurs, c'est un mot que je déteste, parce qu'en fait, ils nivellent tout le monde est opérateur dans une usine, alors même que les savoir-faire sont différents, alors qu'on devrait donner le nom des métiers. Donc ça, il faut le réhabiliter, je pense. Quelques années plus tard, tu as un de tes partenaires qui est en difficulté, grosse difficulté, si bien que tu décides de te positionner pour ne pas perdre ce lieu. Oui, en 2018, on a notre fournisseur de tissus qui s'appelait Valeureux Industrie dans les Vosges, qui se retrouve en difficulté. Nous, on est un tout petit client de ce tissage-là, mais ce tissage, c'est un gros fournisseur pour nous, parce que 80% de nos denimes sont fabriqués dans cette usine. Et du coup, face aux difficultés, à force d'échanger avec le directeur de l'activité tissage, on finit par lui proposer d'accompagner un projet de reprise. Et puis, il n'y a pas de porteur de projet, donc on se retrouve avec l'ancien directeur de l'usine de porter un projet de reprise. Donc une aventure folle en 2018, où on découvre un nouveau métier, où on s'associe à ce tisseur-là. La première année se passe plutôt bien. Et puis, au bout d'un an et demi, arrive le Covid. Puis, les enjeux de crise énergétique. Donc, c'est vraiment ardu depuis. Mais on tient, on cherche des solutions. Là, on a un gros virage à prendre ces prochaines semaines pour réussir à sortir des activités de l'impasse. Mais voilà, c'est les montagnes russes dont je parlais tout à l'heure. Et parfois on est en haut, parfois on est en bas. Et quand on vit l'industrie, voilà, c'est des montagnes russes qui montent fort tellement c'est plein de sens, mais qui descendent bas tellement c'est un engagement profond. La différence entre la création d'une entreprise et une reprise, l'image que tu m'avais donnée, c'était un TGV. Tu sautes dans un TGV qui est déjà en marche. En fait, créer une boîte, c'est... en fait, on est sur son petit vélo. Puis après, on pédale, on est de plus en plus nombreux à pédaler. Et donc, ma fonction de dirigeant, et celle de Greg aussi, mon frère, c'est moins en moins de pédaler. Mais comme il y a plus de monde qui pédale avec nous, en fait, nous, le vélo va plus vite. Donc, il faut se concentrer sur la vitesse, la route, qu'il n'y ait pas de trous, prendre des virages, regarder la carte, etc. Donc, le métier change, puisqu'au début, on était vraiment des pédaleurs. Et maintenant, on est vraiment des conducteurs, on va dire. Et quand on reprend une boîte, là pour le coup c'est pas un petit vélo qui a grandi petit à petit, c'est vraiment un TGV où on saute dedans. Et puis là il faut comprendre comment ça marche, où on va, c'est quoi les boutons de la cabine de pilotage, qui c'est qui est dans le train, enfin plein de questions qu'on ne se pose même pas quand on a transformé un vélo
en méga tandem, puisque du coup on a participé à construire chaque étape de l'évolution de ce vélo. Là c'est un nouveau véhicule qui va très vite et il faut apprendre à le piloter en même temps que du coup on arrive. Et donc c'est source de plus d'erreurs que quand on a fabriqué son petit vélo et qu'on le fait grandir. Mais voilà, c'est passionnant parce que du coup on rencontre plein de gens, plein de savoir-faire. C'est une super énergie aussi. Tu passes d'une vingtaine de collaborateurs à plus d'une centaine ? En 2018, on passe d'une vingtaine de collaborateurs à une cinquantaine. Et puis là, depuis, on a encore grandi avec l'ouverture de nos magasins, le développement d'un atelier de confection dans cette usine dans les Vosges. Donc on est une centaine aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler de Permindustrie et surtout de ce jean 100% Made in France avec du coton français et du coton recyclé ? Alors, tout cet apprentissage de la reconstruction d'une filière, il est vraiment stimulé par les idées, la constance, la cohérence qui nous animent. Et on a cherché beaucoup de modèles, mais on n'a pas trouvé vraiment autour de nous de modèles complets. Et parce qu'en fait, on cherchait beaucoup des modèles. En fait, on compare notre monde à une économie. Et nous, on s'est dit non, mais en fait, le monde, c'est plus une industrie, puisque du coup, quand on regarde la Terre vue du ciel, on voit des flux d'hommes, des flux de marchandises. Donc la planète, c'est vraiment une usine vue du ciel, quoi. Et ça nous a intéressé de nous dire, tiens, si le monde est une usine, une industrie, alors quelle est l'industrie la plus remarquable qu'on puisse trouver autour de nous ? Et on n'en avait pas trouvé dans les industries humaines. L'industrie la plus remarquable qu'on a trouvée autour de nous, c'est la nature. La nature, elle a un produit qui s'appelle la vie et qu'elle développe, qu'elle crée avec une résilience et une foison qui est incroyable. Qu'on soit sous terre, sous la mer, sur terre, dans les airs, la nature, elle crée son produit, la vie, adapté au terrain, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, il peut y avoir des astéroïdes, des incendies géants, la vie, elle va reprendre le dessus. À tel point que ce réchauffement climatique que l'on vit aujourd'hui, il va faire du mal à l'humanité, socialement, ça va mettre en tension plein de matières premières dont on a besoin. Mais c'est pas la nature qui va être pénalisée, elle va se renouveler, elle va s'adapter. Mais nous, on aura beaucoup de mal à s'adapter. Et donc cette capacité de résilience et de rebond de la nature, on l'a trouvé très inspirant. Et on a essayé d'en chercher, d'en tirer des idées, des principes, pour copier la nature et être aussi performant qu'elle. Et donc on a trouvé 6 principes qu'on copie aujourd'hui et qu'on appelle la perma-industrie. Puisque comme la nature, la perma-industrie, elle crée, elle produit inlassablement. Elle s'interconnecte tout le temps. Une feuille qui tombe d'un arbre, ça génère une interconnexion qui va devenir la nourriture pour les petites fourmis qui vont qui vont la dépecer et en faire du coup de la terre demain. La nature, en plus de s'interconnecter, elle part toujours du terrain, donc elle fait avec ce qu'elle a. Elle est circulaire, il n'y a jamais de déchets. Elle cultive sa diversité, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de monolithique dans la nature. Ce qui est monolithique finit par mourir. Donc en fait, ça ne sert à rien de vouloir être le maître du monde. On sera plus fort en se diversifiant les uns les autres pour être justement plus robuste et différent. Et le dernier point qu'on apprend à nos enfants, c'est que la nature, elle se limite. Et on dit à nos enfants de ne pas manger trop de bonbons sinon ils vont avoir mal au ventre. Et bien notre monde, il va avoir mal au ventre si on mange trop de ressources. Donc on a vraiment besoin d'apprendre à se limiter, à s'interconnecter, à se différencier, à être circulaire, à partir du terrain et à créer inlassablement. Et donc ça, c'est vraiment notre guide aujourd'hui qui fait tous les fondements des projets que porte 1083. La concrétisation de la perma-industrie, c'est notre jean de nos 10 ans, là, puisque en 2023 on a 10 ans, qui est un jean qui est 100% français, du coton jusqu'au bouton. Et donc en fait on est en proximité, on se limite au coton qu'on a pu cultiver et produire en France. Il est rempli d'interconnexions avec les filateurs français, avec les tisseurs français, avec les agriculteurs français, mais aussi avec les recycleurs français, puisque ce fil 100% français, il est moitié composé de coton cultivé en France, moitié composé de coton recyclé en France, parce qu'en fait, le coton cultivé en France fait de très belles fibres, mais est assez peu productif, donc on n'a pas assez de rendement, ou alors il faudrait chauffer, arroser, etc., mais c'est l'inverse de ce qu'on veut faire. Mais ça pousse le coton en France, un peu comme les tomates aux Pays-Bas, ça pousse moins bien mais ça pousse. Mais du coup il faut compenser ce manque de rendement. Et à côté de ça, on a des gisements énormes de coton à travers nos vieux vêtements qu'on ne sait plus
que faire lorsqu'ils sont en fin de vie. Et nous, on a appris à les effilocher pour en récupérer les fibres originelles. Là, pour le coup, il y a beaucoup de quantité, mais les fibres sont très courtes. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait mélanger les deux. Mélange de coton recyclé court, mais en grande quantité, avec le coton cultivé en fibres longues. Et là, on a réussi à faire un fil 100% français. Donc moitié coton recyclé, moitié coton cultivé, déjà bleu, puisque le coton recyclé est déjà bleu, donc il n'y a même pas à le teindre. Et ce fil déjà bleu, on va le tisser pour faire un denim dans lequel on va confectionner un jean. Et donc ça fonctionne aujourd'hui. C'est un produit qu'on a sorti au printemps. Même le bouton du jean est français. Et donc c'est le premier jean 100% français en coton qui n'ait jamais existé et qui n'a été possible que parce que on a visé une seule chose, la perma-industrie de notre filière. La dernière question qui tue. Pourquoi toujours un haut rouge ? Alors le haut rouge, c'est arrivé petit à petit. En fait, c'est à cause de Gilles Attaf que le haut rouge est arrivé. À l'époque de Smuggler, on a fait une collab avec un blazer en jean. Et donc j'avais mon jean en jean, mon blazer en jean, et dessous il me fallait un truc qui tranche un peu parce que sinon ça faisait trop bleu. Donc je me suis mis, l'hiver 2016 peut-être, à porter un t-shirt rouge, comme c'est la couleur de 1083, sous mon blazer en jean et avec mon jean en jean. Et le printemps est arrivé, l'été est arrivé, et comme le rouge de mon t-shirt avait marqué les gens, et que c'était très confortable pour moi de ne plus me casser la tête le matin en achetant des dizaines de t-shirts rouges 1083 pour m'habiller la semaine, et ben du coup j'en ai fait mon uniforme, et depuis je l'ai plus quitté. Le futur de 1083, il est plutôt serein en termes d'activité, puisque malgré la crise, on maintient les ventes, et du coup on se trouve très heureux de notre communauté. Après, on a des vrais enjeux industriels, et ça peut avoir une influence positive ou négative sur 1083. Ce sont des enjeux lourds, dont on n'est pas tout à fait sorti, donc je pense qu'on en saura plus cet automne. La suite pour moi, je sais pas trop. Tant que je sais que ce sera sur le même chemin, certainement avec des jeans, de la mode, des projets entrepreneuriaux, mais voilà, je laisse libre cours à l'avenir pour enrichir encore ce chemin. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode.